Dans cette vidéo, on vous présente 8 activités uniques à faire au Québec. Que vous aimiez les sensations fortes, explorer des lieux inusités ou connecter avec la nature, vous en aurez pour tous les goûts. Venez avec nous faire cette découverte. J'ai bien hâte d'expérimenter ça. Ah ouais, moi aussi. Apparemment, c'est quand tu es au plus haut, tu es à 100 pieds dans les airs. 100 pieds dans les airs avec un dénivelé de 1200 pieds parce que tu as la vue sur les montagnes et tout. Puis c'est le seul au Canada. Il y en a 3, des conceptions comme ça, il y en a seulement 3. Un au Mexique, un au Canada, un en Floride, puis il y en avait un en construction en Turquie. Ah, c'est ça en Turquie? Oui. Turquie! Il y a une règle très particulière au vélo volant qui fait en sorte que personne ne peut vraiment s'accrocher ou se pousser dans le dos physiquement. À tantôt! C'est correct de même ou... Oui, je pense que oui. Un peu d'eau en dessous de moi, là, pour commencer. Hey, c'est vraiment haut. Puis là, à un moment donné, ça part subitement, là. Faut faire attention. Là, on est vraiment haut. On est vraiment haut. Eh boy! Puis ça monte encore plus. Pour être haut, c'est haut! Hop! Yeah! Est-ce que c'est votre première fois en zipline? Non, ce serait la deuxième. Oh, c'était où l'autre? Montréal. Ah, cool. C'est celle qui va comme dans le vieux port? Ok, cool. C'est tout cool. Ouais. C'est ça, c'est ça. Ensuite, votre pli, vous allez prendre ça. Je vais commencer les petites règles. Donc, la première chose, c'est toujours d'être attaché dans la zone qu'on est ici. Puis vous êtes assis, vous avez juste à lever les pieds, puis la gravité va faire son travail. Donc, ça va y aller tout seul. Pendant que j'attends mon tour, là, je vais vous montrer la vue autour. C'est superbe. Alright. As-tu des commentaires, chérie, pour nos amis? Oui, là, je suis dans le moment présent. Mais en réalité, je suis totalement terrifiée. Ah, Alors, on peut pas avoir le moment présent. D'accord. Et voilà. C'est d'avoir la technique de me filmer puis de filmer l'autre bord en même temps. Vous êtes connecté sur un A, confirmer l'état, un B. Ça va être vraiment une marche à la fois. Vas-y, chérie de mon cœur. Oh, Vous pouvez vous tenir à la porte aussi si vous voulez. Tiens à la porte. Juste ici. Parfait. Vas-y, bébé! Je me laisse aller? Oui, exactement. OK! Et voilà! Voilà, quand vous êtes prêts. Yeah. Oh! Et voilà! Yeah! Wow! Le tabarouette! Wow! Ça rentre ou pas? Yeah! Oh, wow! Hey, on dirait qu'on est dans une caverne secrète. Alors,
Alors, bienvenue à la mine. Vous pouvez voir l'entrée juste ici. Donc, nous, aujourd'hui, on s'en va visiter l'une des plus vieilles mines de cuivre du Canada. La mine Capleton, elle a ouvert en 1863. Là, on s'apprête à rentrer. Ben oui. Hein. On est prêts? On est à rentrer. Allons-y. Allons-y. Eh ben ouais, faut pas être grand, hein? Bienvenue sous terre. Donc, en ce moment, on est quand même pas mal chanceux, OK? Oui, on est chanceux d'être dans une mine, mais on est aussi chanceux parce qu'on a plein de luxe que les mineurs n'avaient pas dans le temps, comme en ce moment, de l'électricité. On est éclairés sous terre durant toutes les années d'exploitation, de 1863 à 1907, quand la mine elle a fermé. Il n'y a jamais eu d'électricité sous terre. On s'éclairait avec des petites chandelles, même pas des chandelles de cire, des chandelles de suif, faites à base de graisse d'animal que les mineurs faisaient eux-mêmes à la main. Mais dites-vous, ces chandelles-là, c'est pas qu'ils éclairaient pas beaucoup, mais il y avait tellement de poussière sous terre que quand on avait une chandelle là, qui est sur nous ici, quand on étirait nos bras, on voyait même pas le bout de nos doigts. Ah ouais. Fait qu'il faisait très, très noir dans la mine. En direction de Danville, on a bifurqué pour venir visiter le moulin à laine d'Alverton. Un site historique. Les bâtiments ont gardé le look de l'époque. Il y a une visite guidée. Il y a des petits moutons. Oui, des sentiers qu'on peut se promener. Ils nous offrent même une petite boîte à lunch qu'on peut manger sur place. Ça vaut vraiment la peine. On vous amène voir ça. Oui, bien les amis, il y a pas mal moins de débit. Ça coule à petites gouttes. On était venu au mois de mai, puis le débit était pas mal plus important. On va vous montrer ça juste là. Mais malgré tout ça, je suis certaine que la visite va valoir la peine. Le sentier est bien ici. Il y a à peu près 5 km. Puis on s'en va, on se dirige vers un petit pont qui semble être intéressant selon la map. C'est ça, ça longe le ruisseau ou la rivière. Là. Puis on est à l'ombre, c'est vraiment agréable, vraiment bien. Il n'y a pas de grosse pente, puis... c'est ça, c'est facile. C'est facile. Sentier facile. Sentier facile. Puis la petite visite guidée du moulin commence dans à peu près une quinzaine. Hey, fait que, faut faire ça vite. Ouais. Vite, let's go! Le moulin, il y a beaucoup de fenêtres. Si vous le remarquez ici, là, il y a beaucoup de fenêtres. Pourquoi? À l'époque, on n'avait pas vraiment de lumière artificielle dans le moulin. Donc on voulait que la lumière naturelle rentre le plus possible, là, sachant que les gens travaillaient 12 heures par jour. Donc il fallait avoir de l'allumage à ce du jour. Oui, monsieur. Quand tu dis à l'époque, c'est quelle année? De 1849 à 1944. Donc le moulin a fonctionné sur environ 100 ans. Dis-moi, Eden, comment se déroule la visite ici à l'intérieur? C'est une visite guidée où les gens parcourent l'exposition permanente, c'est ça? Oui, dans le fond, moi, ce que je fais, c'est que je leur fais tout le moulin. OK. Et j'ai fait faire un processus, dans le fond. Donc, je vais commencer, là, ils sont en train d'écouter la vidéo. Après ça, je les emmène ici. Je leur fais tout le processus, donc le déchiquetage, le cardage, le filage. Ensuite, j'ai fait monter en haut. On fait retordage. Après ça, je leur montre. Là, maintenant, on a des fils de laine, par exemple. Je leur montre qu'est-ce que je fais avec ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc, par exemple, je leur montre la laine à tricoter, je leur montre le tissage avec les métiers, je leur montre les bas de laine, la teinture, et tout. En même temps, ils posent plein de questions. Les enfants, leur donnent des petits bouts de laine pour les occuper et tout en même temps pour qu'ils soient contents. C'est pas mal ça. Donc, la visite dure environ 45 à 50 minutes. Là. OK. Ah, c'est cool. Fait que c'est vraiment le processus complet du début jusqu'à la fin. Là, comme au 19e siècle. Là. Exactement comme à l'époque. Ouais, exact. Ah, c'est cool. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Cette semaine, on vous amène visiter un village bien particulier, à 15 minutes de Magog, 30 minutes de Sherbrooke et à 2 pas des États-Unis. On peut littéralement prendre un pied à gauche puis être aux États-Unis ou un pied à droite et être au Canada. Alors, bienvenue à Stansted! Une partie de la rue qui sépare les postes frontaliers canadiens et américains est la rue Canoussa. Elle est carrément à cheval sur la ligne frontalière. Voici une vue aérienne pour vous donner une idée.
Une plaque US. Canada. Un côté de la rue, c'est Derby Line, le Vermont, puis l'autre côté de la rue, c'est Stansted, Québec. C'est quand même assez particulier. Je m'en vais aux États. Ah! Je suis aux États. Au Canada. Aux États. Canada. Aux États. C'est particulier d'être dans un endroit où on peut être deux pays en même temps. Il n'y a pas juste la rue Canusa qui sépare un pays de l'autre. Il y a aussi ici à Stansted plusieurs appartements, bâtisses qui sont séparés, une partie au Canada, une partie aux US. D'ailleurs, derrière moi, le salon se trouve aux États-Unis et la cuisine au Canada. C'est quelque chose. Là, on va vous montrer une bibliothèque et un théâtre qui est séparé, une partie aux US, une partie au Canada. Il y a même une marque au plancher pour en faire la différence. Bon, les amis, on s'apprête à visiter la bibliothèque et la salle d'opéra Haskell. Ouais. Puis elle a quelque chose de vraiment unique parce qu'elle a été construite à cheval sur la frontière canado-américaine. Ouais. Donc, est-ce que ça prend un passeport là, pour aller de l'autre côté? Pas du tout. Le passeport n'est pas nécessaire, mais il faut absolument rester sur le trottoir jusqu'à l'entrée. Pas de coupage à travers le gazon. Il est interdit, sinon vous allez vous faire arrêter, ça ne sera pas long. Oui, puis il ne faut pas faire les fous. Il ne faut pas s'imaginer qu'on peut aller se promener lousse de l'autre côté. Non, 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 non. Là, présentement, il y a un gardien de la GRC qui est juste derrière nous, qui vérifie, voir si on ne fait pas rien d'illégal. Il y a des caméras. Alors, on va faire les sages. On est des bons citoyens. On va aller visiter et on va prendre le trottoir. Juste pour vous montrer, regardez. Chérie, on est aux États-Unis. Ben oui, puis ça me rassure de savoir qu'on n'est pas illégal. Ouais. On est sur le trottoir, puis là, on se dirige à la bibliothèque en toute sérénité. Ouais. Classé monument historique aux États-Unis et au Canada, le Haskell, qui comporte la bibliothèque et l'opéra, a été financé par Martha Haskell et son fils Horace. Il souhaitait offrir aux communautés frontalières un lieu d'enrichissement culturel et de divertissement populaire. Sa conception symbolise l'amitié entre deux pays. Alors, notre premier arrêt à Rivière-du-Loup, c'est le Parc des Chutes. C'est un incontournable. Quand on vient à Rivière-du-Loup, on ne peut pas passer à côté. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est un parc avec plusieurs sentiers. Alors, on peut se promener dans la forêt, puis on peut aller voir la chute qui est près du barrage. On va aller voir ça. C'est vraiment impressionnant, les amis. Elle est en plein centre-ville du vieux Rivière-du-Loup. Oui, puis on voit que c'est un barrage. Probablement que c'est une ancienne centrale hydroélectrique. Puis c'est la paroi là, qu'on voit juste en face. C'est vraiment beau. Ouais. Puis là, moi, je pense qu'on peut aller voir en haut. Il faudrait voir un des sentiers là, pour essayer de se rendre là-bas. Ouais, on va s'approcher un peu. C'est beau! Toute la petite, la fraîcheur. Maintenant, les amis, on a choisi un sentier, le sentier de la falaise. C'est un sentier qui a 900 mètres. Ils disent que c'est un sentier facile, mais il y a pas mal de marche. Donc, on y va! Wow! Impressionnant! Là, les amis, on se trouve à être ici, juste passer le petit pont des Chutes. Puis il y a un autre point d'observation juste ici. C'est pas bien loin. On va aller voir ça, ce deuxième point de vue-là. Puis comme vous pouvez voir, on est en plein centre-ville. On entend un band qui se pratique là, pas loin.
te donner toutes les informations? Oui, on a une carte. on a une map. Excellent. Les portes de l'enfer. Les amis, on est en enfer. Mais non, on n'est pas en enfer. En fait, le vrai nom, c'est le Canyon des portes de l'enfer. Puis ça portait ce nom-là. En tout cas, quand on vient ici, ça vaut la peine, avant là, de faire tout le parcours, de faire un arrêt. C'est l'hommage au draveur qui vient du mot « to drive », qui était de conduire les billots de bois sur l'eau. Ça donne une histoire de la place, justement. Là. Pourquoi ça se nomme les portes de l'enfer? Oui, d'ailleurs, on apprend quand on regarde les panneaux, la drive commençait ici. Ouais, aux chutes à Grand Saut. Exactement. Ça se déroulait durant 5 km. Il y avait un processus assez complexe. Mais à un moment donné, ça arrivait à une espèce d'embouchure un peu serrée. Les arbres créaient de l'ombre, puis on imagine très bien au printemps, avec le débit d'eau, ça faisait un vacarme énorme. Les draveurs étaient paralysés de peur quand ils arrivaient ici. Là. Pour eux, là, ils étaient carrément aux portes de l'enfer. Donc, ça vaut vraiment la peine de venir voir. Puis juste pour vous dire à quel point c'est un métier dangereux, ils ont fait des plaques commémoratives sur chacun des draveurs qui sont décédés durant leur métier. Il faut passer ici. Exact. Les chutes au Grand Saut. Il y a trop de marche. Ben, genre qu'il y a des petits bancs pour faire des arrêts. Oui, les petits bancs sont bien appréciés. Oui, une petite pause là. Imaginez les amis, au printemps, là, ça c'est inondé d'eau. Puis on voit un peu les parois abruptes, c'est là que les billots de bois coinçaient. C'est vraiment bien aménagé. Il y a des marches partout. Il faut considérer qu'il faut monter et descendre. Ça, c'est le premier arrêt. On appelle ça la... On va vous mettre ça juste en dessous. Oui. Mais là, maintenant, on s'en va voir la passerelle qui a 60 mètres de hauteur. Là, les amis, on est rendu au deuxième stationnement qui nous donne accès à la passerelle. Et la descente aux enfers. Ben, les amis, on a un passage d'à peu près 2 km, 2 km et demi pour se rendre à la passerelle. Mais ça se fait bien, c'est bien balisé. Puis le paysage est ouf. Les amis, on est arrivé à la passerelle. La passerelle de 63 mètres de haut. C'est haut, ça, les amis, c'est haut. Oh, ouais. Wow! Ouais. C'est vraiment impressionnant. Oh, ça saute, hein? Ouais, ça bouge un peu en plus, là. Wow! On vous montre ça. Si vous vous demandez si ça vaut la peine de faire la croisière pour faire le tour du Rocher Percé et de l'île Bonaventure... Ça vaut la peine. Oui, vraiment beaucoup. Oui, c'est super. Il y a plein d'endroits là où vous pouvez acheter vos billets. Ça coûte environ... C'est 90 $ pour 2 personnes. Puis vous avez le choix de faire juste le tour ou vous pouvez faire l'escale sur l'île Bonaventure. Bon, des gens ont fait l'escale, nous, on n'avait pas le temps, c'est ça? C'est ça, exactement. Puis il y a plusieurs heures de retour, alors vous n'avez pas à passer la journée sur l'île. Le rocher de près est vraiment impressionnant. C'est fascinant de voir ça. C'est la seule façon maintenant qu'on peut le voir de près, parce que c'est interdit de marcher à pied jusqu'au rocher. Il y a un gardien de la CEPAC qui nous empêche de passer. Puis sur l'île Bonaventure, les fous de bassin et les phoques étaient un délice. Ah oui, on a vu des phoques, il y avait comme des petites têtes qui sortaient de l'eau, puis sur le coup, tu penses que c'est des rochers, mais des rochers qui bougent, c'est comme pas normal. Puis les fous de bassin, saviez-vous qu'ils montent 30 mètres dans les airs avant de plonger
pour atteindre une vitesse de 100 km/h avant qu'il frappe l'eau. C'est vraiment quelque chose à voir. Ils portent bien leur nom, hein? C'est des fous de bassin. Puis un conseil, quand vous embarquez sur le bateau, montez au 2e étage pour avoir une meilleure vue, puis placez-vous à la droite. À droite, oui, à droite. Parce que tout le monde, là, quand on passe près des rochers, tout le monde se tourne. Vous allez avoir des meilleures prises de vue. C'est ça, ça vous permet d'avoir un beau spectacle. Alors, on vous le recommande fortement. Voilà nos 8 endroits favoris. Laissez-nous savoir dans les commentaires quelle activité vous aimeriez essayer. Si vous désirez en savoir davantage, nous vous invitons à regarder nos vidéos complètes. Et sur ce, on vous dit à la prochaine. Ciao!